Ce qui est clair dans la relation entre Omar Blondin Diop et Léopold Sédar Senghor, c'est qu'ils n'avaient pas la même vision du Sénégal et de l'Afrique. Léopold Sédar Senghor est issu du courant de la négritude, dont il a porté un courant à la fin des années 1920 et au cours des années 1930. Il est un homme politique du système français. Il est devenu président de la République après avoir été député sénégalais à l'Assemblée nationale française, puis ministre français. Il est donc empreint de toute une histoire avec la France, une proximité politique et intellectuelle, qui fait que lorsqu'il arrive à la tête de l'État sénégalais, il a des connivences évidentes avec l'État français. Omar Blondin Diop est issu d'une formation qui est similaire, puisqu'ils ont fait tous les deux le lycée Louis-le-Grand, qui est un lycée d'excellence à Paris. Ce qui est souvent rappelé, c'est qu'Omar Blondin Diop a réussi le concours d'entrée à l'école normale supérieure là où Senghor a échoué. Et donc très rapidement, il y a ce parallèle qui est fait entre les deux. Leur vision du Sénégal et de l'Afrique était diamétralement opposée. L'un était proche, comme je l'évoquais, de l'État français, l'autre dénonçait l'impérialisme français et appelait à sa mise à mal et à sa destruction sous ses formes diverses. Assez rapidement, c'est vrai qu'il y a ce parallèle qui est fait, et lorsque Omar Blondin Diop est admis à l'école normale supérieure, on lui fait savoir qu'il aurait toute sa place en tant que cadre de l'administration sénégalaise et en tant que potentiel futur successeur à Senghor. Je m'appelle Florian Bobin, je suis étudiant-chercheur en histoire à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je m'intéresse à tout ce qui est histoire politique et sociale du Sénégal après l'indépendance. Et je suis l'auteur de la biographie d'Omar Blondin Diop, intitulée « Cette si longue quête, vie et mort d'Omar Blondin Diop », parue aux éditions Jimson. Alors c'est du fait de mon propre parcours entre le Sénégal et la France. J'ai passé mon adolescence ici au Sénégal, j'ai fait une partie de mes études en France, entre-temps je suis revenu, et cette figure m'a interpellé comme étant un philosophe sénégalais établi en France, qui par la suite est mort en prison sous la présidence de Léopold Sédar Senghor. Ce symbole d'un philosophe mort dans les geôles d'un poète président m'a interpellé, et j'ai voulu creuser, et je me suis rendu compte que sa vie était d'une richesse particulièrement intéressante, à la croisée des mondes, et voilà, c'est comme ça que je me suis lancé. Au Sénégal, il y a quelques fragments iconographiques, donc des photos qui émergent. Une photo de lui, Omar Blondin Diop, en train de tenir un magazine avec une cigarette en main. Deux autres photos d'identité et aussi un passage dans un film qui est paru en 1967 du réalisateur suisse Jean-Luc Godard. Ce que j'ai voulu faire, c'est tenter de mettre des mots sur des moments qui étaient méconnus dans la mesure où il y avait les grandes lignes de sa vie, sa participation au mouvement de mai 68 à Paris, son expulsion de France vers le Sénégal, son arrestation puis sa mort. C'était des fragments qui étaient connus. Ce que j'ai voulu faire, c'est mettre en mots ce qui avait déjà été mis à l'écran par ailleurs, puisque mon livre n'apparaît pas de nulle part. Il intervient dans un moment où il y a déjà un intérêt depuis près d'une dizaine d'années autour d'Omar Blondin Diop. Deux films ont été réalisés sur lui. Un film d'un réalisateur sénégalais, J.D. Djigo, qui a retracé, sous la forme d'un documentaire, sa vie et en particulier les conditions de sa mort, et un film d'un réalisateur belge qui s'appelle Vincent Messien, qui reprend l'ombre d'Omar Blondin Diop à travers le temps, avec notamment son apparition dans ce film-là et la question de la présence chinoise en Afrique. À partir de ces travaux qui ont déjà été réalisés, ce que j'ai essayé de faire, c'est de creuser, disons, les trous, les vides, les creux, entre ces faits qui étaient connus autour de lui. Donc j'ai tenté de faire cela entre Dakar, Sénégal, Paris en France et Bamako au Mali. Disons, c'est les trois espaces principaux autour desquels lui a navigué. Mais Omar Blondin Diop a été vraiment une figure de son temps, qui a navigué entre les mondes, qui a navigué entre l'Afrique de l'Ouest et l'Europe, puisque lui est né au Niger,
Il a passé son enfance au Sénégal, il a fait des va-et-vient avec le Mali, et puis ensuite il s'est établi en France. Depuis Paris, il est parti vers Londres, il a fait des incursions à Bruxelles, et il était aussi en contact avec les jeunesses à la fois américaines blanches et afro-américaines aux États-Unis, dans un moment où, disons, le monde était sur le point de basculer. Alors, la particularité d'Omar Blondin Diop, c'est que il était passionné de culture, il était politiquement actif, il était empreint de marxisme, donc cette idéologie issue de Karl Marx et du mouvement de la gauche européenne du 19e siècle, qui, dans les années 1960, en Europe et à travers le monde, avait un grand écho. Mais la particularité d'Omar Blondin Diop, c'est que tout en s'intéressant au marxisme, n'était pas affilié simplement à un courant. À l'époque, il y avait des courants divers. Il y avait un courant qui était plutôt aligné sur l'Union soviétique, ce qu'on appelle le marxisme-léninisme, tendance soviétique. Il y avait le maoïsme issu de la Chine, présidé par Mao Tse-tung. Il y avait l'anarchisme, il y avait le situationnisme, et Omar Blondin Diop s'est empreint de tout cela. Il a eu différentes phases. À un moment, il était plutôt intéressé par le marxisme-léninisme. Il s'est intéressé en tant qu'adolescent au courant soviétique. Très rapidement, il s'en est défait. Il s'est intéressé pour un temps au maoïsme, puis au trotskisme, au situationnisme. C'est ce qui explique que lorsque cette photo a été prise, de lui en train de tenir le magazine de l'international situationniste à Dakar, c'est ce qu'il lit à ce moment-là. Mais ce n'est pas un gage du fait qu'il était situationniste avant la prise de la photo, 6 mois avant ou 6 mois après. Il était simplement curieux, et c'était en fait un esprit de son temps. Ce qui est clair dans la relation entre Omar Blondin Diop et Léopold Sédar Senghor, c'est qu'ils n'avaient pas la même vision du Sénégal et de l'Afrique. Léopold Sédar Senghor est issu du courant de la négritude, dont il a porté un courant à la fin des années 1920 et au cours des années 1930. Il est un homme politique du système français. Il est devenu président de la République après avoir été député sénégalais à l'Assemblée nationale française, puis ministre français. Il est donc empreint de toute une histoire avec la France, une proximité politique et intellectuelle, qui fait que lorsqu'il arrive à la tête de l'État sénégalais, il a des connivences évidentes avec l'État français. Omar Blondin Diop est issu d'une formation qui est similaire, puisqu'ils ont fait tous les deux le lycée Louis-le-Grand, qui est un lycée d'excellence à Paris. Ce qui est souvent rappelé, c'est qu'Omar Blondin Diop a réussi le concours d'entrée à l'école normale supérieure là où Senghor a échoué. Et donc très rapidement, il y a ce parallèle qui est fait entre les deux. Leur vision du Sénégal et de l'Afrique était diamétralement opposée. L'un était proche, comme je l'évoquais, de l'État français, l'autre dénonçait l'impérialisme français et appelait à sa mise à mal et à sa destruction sous ses formes diverses. Assez rapidement, c'est vrai qu'il y a ce parallèle qui est fait, et lorsque Omar Blondin Diop est admis à l'école normale supérieure, on lui fait savoir qu'il aurait toute sa place en tant que cadre de l'administration sénégalaise et en tant que potentiel futur successeur à Senghor. Ce que lui a toujours récusé. Il a toujours refusé de se dire qu'il serait un successeur de Senghor, dans la mesure où il s'opposait aux structures mêmes autour de la présidence de Senghor. Lorsque Omar Blondin Diop est, quelques années plus tard, expulsé de France pour son engagement politique en France, il est accueilli, malgré lui, dans un pays présidé par Senghor, qui souhaite, Senghor, que Omar Blondin Diop retourne en France, puisque Omar Blondin Diop était politiquement actif à Dakar. Il semait un peu le trouble dans les amphithéâtres du campus de Dakar. Il était politiquement actif avec les milieux clandestins de l'époque, puisque je le rappelle, le parti unique de Senghor gérait le pays avec une main de fer. L'opposition était interdite dans ces années 60-là. Les opposants étaient emprisonnés, ce qui rappelle une actualité assez récente. Le rapport entre Senghor et Omar
se concrétisera par une rencontre, sans doute la seule, entre eux deux, pour faire lever cette mesure d'expulsion dont Omar Blondin Diop avait été victime. Omar Blondin Diop va donc au palais rencontrer, en présence de son père, le président Senghor, à qui il refuse d'adresser la parole, et en fin de compte, avec ses lunettes de soleil qui sont fièrement dressées sur le bout de son nez, Omar glisse quelques phrases au président Senghor en lui disant « Et vos fils, Francis et Guy, il faut qu'ils rentrent au Sénégal, ils se consument à Paris. » C'est encore toute une histoire, la relation entre Senghor et ses propres fils, mais disons que la relation entre Omar Blondin Diop et le président Senghor a été une relation à distance, tumultueuse, et évidemment avec deux visions diamétralement opposées du Sénégal. Pour comprendre la détention d'Omar Blondin Diop, qui mènera à sa mort en mai 1973, il faut remonter au moins à 5 années auparavant, à mai 1968. Omar Blondin Diop, à l'époque, est un étudiant en philosophie, établi à Paris depuis à peu près une dizaine d'années, après que sa famille s'y soit installée et entre-temps soit retournée au Sénégal. En tant qu'étudiant dans des grandes écoles, d'abord au lycée Louis-le-Grand, puis au lycée Claude Monet et à l'école normale supérieure de Saint-Cloud, il fait partie de cette jeunesse qui, de Dakar à Paris, de Mexico à Tokyo, de Auckland à Berlin, s'insurge et se soulève contre les vieilles structures capitalistes, impérialistes, autoritaires, conservatrices, qui sévissent à travers le monde. C'est donc une jeunesse qui est prise d'espoir, mais qui est aussi confrontée à une violence de la répression d'État. Cette répression d'État fera que Omar Blondin Diop, une année après sa participation au mouvement de mai 1968, sera expulsé de France, sera refoulé du territoire français et contraint de retourner dans son pays, au Sénégal. Un Sénégal qui à l'époque est géré par une main de fer, sous la présidence de Léopold Sédar Senghor. C'était à l'époque le parti unique, les partis d'opposition étaient interdits, ceux qui s'opposaient étaient emprisonnés, il y avait la censure, il y avait des rafles, il y avait la conscription d'étudiants grévistes, il y avait l'expulsion d'étudiants non sénégalais qui étaient actifs dans les mouvements à l'université. Bref, c'était un moment où la répression, qui rappelle une répression tout à fait actuelle, sévissait. Omar Blondin Diop s'inscrit donc dans ce contexte où, assez rapidement, il s'insère dans des groupes militants clandestins, il s'insère dans l'avant-garde artistique également, et il contribue à la conscientisation de jeunes autour de lui, et notamment de ses frères. Il est l'aîné d'une fratrie de 11 garçons, c'est dire qu'ils étaient très nombreux à la maison, et que lui, en tant qu'aîné, était un peu cette figure de boussole intellectuelle et idéologique et politique. Ce qui fait que, au bout d'un an, alors que la mesure d'expulsion dont il avait fait l'objet était levée par le gouvernement français, les graines qu'il avait commencé à semer commencent à germer. C'est des graines autour de l'idéologie des Tupamaros en Uruguay, qui était donc pour l'action directe, empreinte de marxisme, de l'action directe, autour des Black Panthers afro-américaines, l'idée qu'il fallait renverser les vieilles structures capitalistes et bourgeoises par la lutte des classes, qu'il fallait lutter contre l'impérialisme et qu'il fallait décoloniser le Sénégal et l'Afrique, qui, dans le contexte de l'ancien empire français, n'étaient en fin de compte que des néocolonies françaises. Lorsque Omar Blondin Diop retourne en France, 1 an après sa mesure d'expulsion, 2 ans après sa participation au mouvement de mai 1968, eh bien, la conscientisation à laquelle il a contribué vis-à-vis de ses jeunes frères commence à payer. Ces jeunes frères, avec d'autres camarades, une quinzaine de camarades, empreints de tous ces idéaux révolutionnaires, préparent des actions en prévision d'une visite du président français à Dakar. Une visite qui est préparée de longue date, pendant 1 an. Cette visite sera l'objet de réhabilitation, d'avenues, de déguerpissement de marchands ambulants, de rafles sur les milieux de l'opposition, pour faire en sorte que le président français qui arrive pour la première fois dans une ancienne colonie française, qui est donc le Sénégal, soit accueilli avec des tambours battants
et sans aucune opposition. Ce groupe, d'une quinzaine de militants, mène d'abord une attaque sur le centre culturel français en y mettant feu. Un incendie qui ne sera pas total, mais qui fera quand même des dégâts entre 5 à 10 millions de francs CFA, et prépare une attaque sur le cortège de ce président français, Georges Pompidou, 3 semaines plus tard, afin de créer un coup d'éclat pour que les médias sénégalais, mais surtout du monde entier, à une époque où la presse au Sénégal n'est pas autorisée, à part la presse officielle, afin que cette presse-là soit au courant des conditions dans lesquelles vivent les Sénégalais. Finalement, cette attaque n'aboutira pas. Les jeunes seront arrêtés avant de pouvoir passer à l'acte, mais ils seront très rapidement incarcérés, victimes de torture, et dans les mois qui suivent, condamnés à des peines très lourdes. C'est dans ce contexte-là que Omar Blondin Diop, aîné d'une fratrie dont 2 de ses frères font partie de ce groupe-là, essaye de trouver les moyens pour les libérer. Il essaie d'abord de trouver les moyens diplomatiques, à travers des figures comme Samir Amin, l'économiste égyptien, Aimé Césaire, le poète martiniquais et homme politique, des moyens qui n'aboutiront pas et qui le forceront à reconsidérer les moyens de sa lutte. En fin de compte, il se décide à s'embarquer dans une aventure, un périple de formation à la lutte armée, afin de libérer ses frères et ses camarades par la force des armes. À l'époque, c'est ce qu'on appelait le passage de l'arme de la critique à la critique par les armes. Donc, c'était dans l'air du temps, on va décider de ne plus rester à simplement dénoncer par la parole et par l'écrit ce qui se passe dans le monde, mais on va décider de passer à l'acte. Omar Blondin Diop, avec plusieurs de ses camarades, décide donc de partir jusqu'en Syrie, où il y a un camp de formation d'un groupe de résistance palestinien, puis ensuite se redirige vers l'Algérie, où il y a une antenne internationale du mouvement du parti des Black Panthers. Ils font une escale en Guinée, sous la présidence de Sékou Touré, et puis se replient au Mali, où Omar Blondin Diop avait une partie de sa famille, et où la junte militaire menée par Moussa Traoré est également très sévère. Après près de 6 mois de semi-clandestinité dans ce contexte de présidence de junte militaire sous Moussa Traoré, Omar Blondin Diop est finalement arrêté, puisque les autorités de l'époque avaient découvert son plan de kidnapper l'ambassadeur de France au Sénégal, qui serait une sorte de monnaie d'échange pour ses camarades emprisonnés. Les autorités maliennes ont découvert ce plan de kidnapper l'ambassadeur de France au Sénégal en échange des camarades sénégalais emprisonnés en raison d'une lettre que Omar Blondin Diop avait reçue de son frère, Diallo Diop, qui évoquait ce plan d'évasion en question. Une lettre qui servira donc de preuve, qui fera que Omar Blondin Diop et son camarade Alioune Sall Di Paloma seront donc incarcérés à Bamako pendant plusieurs mois, et ensuite extradés vers le Sénégal, puis jugés par un tribunal spécial, un tribunal qui à l'époque était donc réservé aux opposants politiques, sans enquête, sans instruction, sans défense, qui mènera donc à la condamnation d'Omar Blondin Diop à 3 années de prison pour tentative de complot contre l'autorité de l'État. Finalement, 14 mois plus tard, le 11 mai 1973, Omar Blondin Diop est retrouvé mort dans sa cellule de la prison de Gorée. Alors, lorsque Omar Blondin Diop et son camarade Alioune Sall Di Paloma sont à Bamako, ils sont en contact avec des milieux syndicalistes, des milieux militants, proches notamment du régime de Modibo Keïta, qui avait été déposé par un coup d'État 2 ans auparavant. Assez rapidement, la junte militaire est donc au courant du fait qu'Omar Blondin Diop est présent à Bamako, d'autant qu'il ne cache pas sa critique de cette junte militaire, et que certains de ses membres fréquentent même la maison familiale dans laquelle il se trouve,
et lui n'hésite pas à les ignorer quand eux se prennent intérêt pour lui et à les insulter vertement, quoi. À la veille d'une visite du président Senghor au Mali, une sorte de visite de bon voisinage vis-à-vis du régime militaire de l'époque, le régime sénégalais veut à tout prix éviter le fiasco de la visite de Pompidou qui avait eu lieu un peu moins d'une année auparavant. Cette visite de Pompidou, donc, qui avait été... cette visite de Pompidou, autour de laquelle il y avait eu ce projet d'attaque. Ce que le régime sénégalais souhaite faire, sous les directives de Senghor, c'est d'arrêter tous les dissidents sénégalais, les opposants sénégalais qui se trouvent à Bamako, parmi lesquels se trouve Omar Blondin Diop. Il y a donc d'abord une volonté du régime sénégalais de mettre hors d'état de nuire les opposants sénégalais à Bamako, une directive qui sera respectée et qui sera appliquée par le régime malien, qui très rapidement incarcère Omar Blondin Diop, et effectivement le force dans une chambre froide, à coups de rasoir électrique rase ses cheveux, et il est donc très rapidement déjà victime d'actes de torture dès Bamako. À partir de Bamako, il sera, après un temps d'hésitation de la junte militaire qui a réfléchi à l'envoyer au bagne du Nord Mali, duquel personne ne rentre, cette junte a finalement décidé de remettre Omar Blondin Diop au régime sénégalais, qui le mettra en détention et sous lequel finalement il succombera à ses coups à la prison de Gorée. La détention d'Omar Blondin Diop s'est faite effectivement en deux temps. D'abord au Fort B, qui se trouve donc dans le quartier de Han, qui est une sorte de cave assez lugubre pour des mineurs délinquants. Assez rapidement, il sera transféré à Gorée après le procès au tribunal spécial. Condamné à 3 années de prison, il est donc transféré à Gorée en se disant qu'il en sortira au bout de 3 ans. La détention est très longue, c'est des conditions très rudes, puisque c'est déjà une détention solitaire. La cellule est individuelle et il ne voit pas ses camarades avec lesquels il était incarcéré, puisque, je le rappelle, il était en détention avec son camarade Alioune Sall Paloma et son frère cadet Mohamed Blondin Diop dit Lopi. Ils ont le droit à 30 minutes de cours extérieurs, donc de sortie de cellule le matin et 30 minutes l'après-midi, ce qui fait donc 1 heure de lumière naturelle par jour. Les visites sont limitées à 2 personnes de l'entourage par semaine, le dimanche matin, autour de 30 minutes de visite. Et sinon, les lumières à l'intérieur de la cellule sont éteintes dès le milieu de soirée, autour de 21h. Ce qui fait que les conditions de vie sont très compliquées. Omar Blondin Diop était un être qui avait besoin d'être entouré, c'était un être social qui supporte mal une détention solitaire. D'autant que les visites médicales étaient très limitées. Certains des médicaments qui avaient été envoyés par son père ont été bloqués par l'administration pénitentiaire pendant plusieurs mois, et que il est aussi victime de mauvais traitements qui feront que, au cours d'une altercation avec un des gardes pénitentiaires, en réalité avec 3 des gardes pénitentiaires, dont l'un était vraiment impliqué, il se fait donc tabasser, il s'évanouit, et c'est ce qui mènera, au bout de plusieurs semaines d'agonie, à l'annonce officielle de sa mort. Une mort qui, dès le 11 mai 1973, est présentée comme étant un suicide par pendaison dans sa cellule, mais qui, aussitôt, est contestée, non seulement par la famille, mais aussi par toutes les personnes qui ont un minimum de sens commun, en se disant que un détenu politique qui avait la force de conviction d'Omar Blondin Diop, qui est incarcéré pour motif politique, pour une durée de 3 ans,
et on s'en rendra compte assez rapidement par la suite, qui matériellement ne pouvait pas procéder à cette pendaison-là, n'a pas pu se suicider. D'autant que l'administration de Senghor est directement impliquée, puisque à la veille des coups qu'il a reçus qui a mené à sa mort, il y a eu une visite du ministre de l'Intérieur de l'époque, un certain Jean Collin, qui non seulement était un ministre de l'Intérieur particulièrement hargneux, mais qui en plus était un ancien officier français de l'administration coloniale française. Par ailleurs, neveu par alliance du président Senghor, et qui avait la haute main sur les prisons du pays. Connu pour ses méthodes particulièrement brutales, en tant que maire de la ville de Thiès, d'où proviennent les GMI, donc les groupements mobiles d'intervention, que sont les policiers anti-émeutes. Tout cela vous donne un peu une idée du cadre dans lequel Omar Blondin Diop a été tabassé, et des séquelles suite auxquelles il est mort. Il est difficile pour moi, en l'absence d'archives, en chercheur en histoire, de pouvoir statuer définitivement sur la cause ou ce qui a été dit verbalement par Jean Collin. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement Roland Collin, qui est l'ancien directeur de cabinet du président du Conseil Mamadou Dia, au tournant de l'indépendance et dans les premières années après l'indépendance, conscrit effectivement dans un de ses livres, Sénégal notre pirogue, que Omar Blondin Diop a eu une altercation avec le ministre de l'Intérieur Jean Collin, suite à quoi Jean Collin a ordonné aux gardes de le tabasser. Par ailleurs, dans la main courante de la prison de Gorée, qui est donc le registre qui indique les entrées et les sorties de l'établissement, il est fait mention, à la date du 21 avril 1973, d'un évanouissement d'Omar Blondin Diop et du fait qu'il refusait de se nourrir pour cause de maladie. Après la mort d'Omar Blondin Diop, le juge d'instruction qui a été chargé de l'affaire, le juge Mustapha Touré, a retrouvé donc les traces de cette main courante, a procédé à une reconstitution de la scène supposée du suicide, une reconstitution qui a été impossible, puisque la thèse officielle du suicide avait été présentée comme étant donc une pendaison en pleine nuit autour du tuyau de canalisation de la cellule d'Omar Blondin Diop. Là, lors de cette reconstitution menée par le juge Mustapha Touré, il s'agissait d'une reconstitution d'un détenu bien portant, en pleine journée, avec en plus l'aide de son matelas pour pouvoir tenter de se hisser vers ce tuyau d'évacuation. Toutes ces conditions n'étaient pas réunies au moment de la mort d'Omar Blondin Diop, et même en réunissant ces conditions-là, le juge Mustapha Touré a trouvé impossible en fait de reconstituer cette scène. Il y a plusieurs éléments qui permettent d'invalider la thèse officielle du suicide, que je tente donc de retracer dans ce livre. D'abord, les conditions dans lesquelles la mort a été annoncée. Le 11 mai 1973, la mort d'Omar Blondin Diop, le bruit court assez rapidement, est présenté comme un suicide par pendaison. Le jour même, deux frères d'Omar Blondin Diop se rendent à la prison de Gorée pour tenter de lui rendre visite, puisqu'il sortait de ce qu'on appelle le cachot disciplinaire, donc c'était des conditions encore plus rudes que la cellule individuelle. Les frères d'Omar Blondin Diop, ce jour-là, en prenant la chaloupe du port de Dakar jusqu'à Gorée, entendent déjà les rumeurs comme quoi leur frère est mort. Ils se rendent donc sur place et se rendent compte effectivement que tout le monde autour de l'île a été informé de cela. Ça, c'est une première chose. Le jour même, donc du 11 mai 1973, le père d'Omar Blondin Diop est appelé sur l'île de Gorée pour constater la dépouille de son fils. Le lendemain, le père d'Omar Blondin Diop procède à un rapport de contre-autopsie. Il examine le corps de son fils, l'autopsie officielle qui sera d'ailleurs publiée dans la presse, violant par ailleurs le secret médical, présentera donc la mort d'Omar Blondin Diop comme un suicide par pendaison, une version qui est très rapidement contestée par
le rapport de contre-expertise mené par le père d'Omar Blondin Diop, lui-même médecin, qui fera état de coups reçus au niveau de la région bulbaire, donc au niveau du cou. D'autant que une dépouille qui est le résultat d'un suicide par pendaison présente des signes extérieurs, notamment d'émission de liquide corporel, qui n'étaient pas présents sur le corps inerte d'Omar Blondin Diop au moment de l'autopsie. Le jour même, l'enterrement d'Omar Blondin Diop, mené par les services du ministère de l'Intérieur, coordonné par le ministre de l'époque Jean Collin, a été empêché pour la famille. C'est-à-dire que la dépouille n'a pas été donnée à la famille, et l'enterrement s'est fait dans des conditions qui bafouent tout protocole culturel, religieux et autour du deuil. Un enterrement qui a été fait par des policiers anti-émeutes, en la seule présence du père d'Omar Blondin Diop, en l'absence du reste de sa famille, qui donc n'a pas pu voir le corps avant son inhumation. Ça, c'est pour ce qui est du film des événements entre le 11 et le 12 mai. Un élément fondamental qui a été capté dans un film, et c'est un témoignage absolument fondamental, le témoignage du juge Moustapha Touré qui était en charge de l'affaire, capté donc dans le film de J.D. Djigo, Omar Blondin Diop, un révolté. Dans ce témoignage, le juge Moustapha Touré révèle que dans la main courante de la prison, qui est donc le registre qui inscrit les entrées et les sorties de l'établissement, il est fait mention d'un évanouissement d'Omar Blondin Diop à la date du 21 avril 1973, soit 3 semaines avant sa mort, ou l'annonce de sa mort, et qu'il se refusait de s'alimenter pour cause de maladie. Le juge Moustapha Touré est donc parti sur les lieux, a demandé à l'infirmier qui était chargé donc de la prise en charge médicale des détenus ce qu'il a fait. Il y avait effectivement un ordre d'envoyer Omar Blondin Diop vers l'hôpital Le Dantec à Dakar, un ordre qui a été refusé. Par la suite, dans cette même enquête qu'a menée le juge Moustapha Touré, il a tenté de reconstituer la scène supposée du suicide en utilisant les services d'un détenu de droit commun bien portant. Une reconstitution qui a été impossible malgré les conditions réunies, avec la lumière du soleil qui arrive, le lit qui est installé au-dessus donc du sol pour pouvoir reconstituer la scène du suicide qui a été présentée donc comme un drap enroulant le cou d'Omar Blondin Diop qui était fixé sur un tuyau de canalisation. Ces éléments probants de l'enquête du juge Moustapha Touré lui mènera donc à commencer à inculper 2 des 4 gardes pénitentiaires de l'époque. 3 étaient directement impliqués, un 4e était également rattaché à la prison. Mais avant qu'il ne puisse inculper les 2 gardes restants, il a été dessaisi de l'affaire, ce qu'on appelle une sorte de promotion-sanction. Il a été promu à un autre poste et l'affaire a été rapidement étouffée. L'affaire a été étouffée par une ordonnance dite d'incompétence, du fait que la juridiction serait donc incompétente à statuer sur le cas de cette mort, mais qui ne statue pas pour autant que ce dossier ne peut pas être réouvert. Et d'ailleurs, enfin, dernier élément particulièrement central, un conseiller de Saint-Gor qui est récemment apparu dans un podcast diffusé par RFI, dénommé Jean-Pierre Biondi, avoue, comme d'ailleurs l'écrit Roland Collin dans son ouvrage Sénégal notre pirogue, que la version qui circulait à la présidence et dans les milieux officiels était en réalité celle d'un crime d'État, celle d'une rixe, d'une altercation entre Omar Blondin Diop et ses gardes pénitentiaires qui aurait mal tourné, suite auquel il aurait été blessé, et suite à ses blessures, il aurait donc succombé à celle-ci. Une fois que le juge Moustapha Touré a été dessaisi de l'affaire, c'est un certain Elias Dossé qui a récupéré le dossier et qui a mis le coude dessus pendant à peu près 1 an. Ce juge Elias Dossé, donc en connivence avec le pouvoir, a décidé donc
d'émettre une ordonnance d'incompétence en estimant qu'il n'y avait pas de certificat médical attestant d'une incapacité temporaire à travailler de plus de 21 jours, alors qu'il y a mort d'homme. Il est évident qu'on ne peut pas travailler après être mort. Alors Dossé était un juge d'origine béninoise, dahoméenne de l'époque. À l'occasion du 40e anniversaire de la mort de Omar Blondin Diop, à la suite d'une sortie dans la presse d'un des gardes pénitentiaires qui était impliqué dans cette affaire, la famille d'Omar Blondin Diop a décidé de faire une demande de réouverture du dossier. À l'époque, c'était au tout début de l'alternance de la présidence Macky Sall, à l'occasion de laquelle Aminata Touré était donc ministre de la Justice. La famille d'Omar Blondin Diop a donc envoyé une demande de réouverture auprès du ministère de la Justice. Ils ont reçu dans un premier temps une réponse favorable, assez rapidement malgré tout. Aminata Touré n'était plus à la tête du ministère, les services compétents n'ont pas suivi l'affaire et finalement rien ne s'en est suivi. À l'occasion du 50e anniversaire de sa mort en 2023, la famille a émis une nouvelle demande de réouverture du dossier sur la base de plusieurs éléments nouveaux, notamment le fait qu'en 2013 ils avaient découvert que Omar Blondin Diop avait été victime d'actes de torture depuis Bamako, des actes qui seraient donc imprescriptibles, et en 2023 l'un des éléments nouveaux c'est cette séquence de témoignages du juge Mustapha Touré, capté donc dans le film Omar Blondin Diop a révolté du réalisateur Djidji Digo, qui retrace l'ingérence de l'administration de Senghor dans son instruction et dans l'enquête judiciaire. Aujourd'hui, il y a deux éléments additionnels qui s'y ajoutent. La révélation du conseiller audiovisuel du président Senghor, dénommé Jean-Pierre Biondi, qui a été capté dans un podcast réalisé par RFI, qui évoque effectivement le fait que la thèse qui circulait à l'époque dans les cercles du pouvoir et dans la présidence était bien celle d'une altercation entre les gardes pénitentiaires et Omar Blondin Diop qui ont mené à sa mort et qu'en fait il s'agissait bien d'une affaire et d'un crime d'État. Dernier élément, également révélé dans ce podcast, c'est le fait que, en réalité, malgré la promesse qui avait été émise par la ministre de la Justice de l'époque, Aminata Touré, du fait qu'elle aurait remis la demande de réouverture au procureur, qu'en réalité cela n'avait pas été fait. Tous ces éléments permettent à la famille d'Omar Blondin Diop de demander la réouverture du dossier dans un contexte qui rappelle son destin, puisque ces 3 dernières années, entre 2021 et 2024, plus de 60 jeunes manifestants et non manifestants ont trouvé la mort dans le cadre de manifestations politiques, ont été tués par la police, plus de 55 d'entre elles à balles réelles, et donc il y a un rapport assez évident entre la mort de Omar Blondin Diop, celle de ces jeunes de ces dernières années, et d'une violence exercée par l'État qui en réalité n'a jamais cessé. Je pense donc que l'actualité des combats d'Omar Blondin Diop aujourd'hui autour de l'anti-impérialisme, autour de l'anticapitalisme, autour de l'antiracisme à travers le monde, mais aussi les conditions dans lesquelles lui est mort, tout cela converge, je pense, vers la nécessité de réouvrir ce dossier et aussi de mieux connaître non seulement les conditions de sa mort, mais aussi les bases sur lesquelles lui a vécu sa vie. Je pense que la jeunesse sénégalaise, particulièrement celle qui milite, a été à l'avant-garde du maintien de la mémoire d'Omar Blondin Diop, à la fois la sienne, donc personnelle, mais aussi celle des combats qu'il a portés. Ces dernières années, on retrouve au détour de fresques, au détour de tableaux, au détour de morceaux de rap et de reggae, et on se rend compte donc que ces combats font écho à une actualité autour de l'anti-impérialisme, autour du panafricanisme, autour de l'anti-autoritarisme, de l'anticapitalisme, de l'antiracisme, et donc c'est bien cette jeunesse qui, certes, avec le maintien de la mémoire d'Omar Blondin Diop menée par sa famille, en réalité contribue aujourd'hui
à mieux faire connaître son histoire. La démarche collaborative autour d'Omar Blondin Diop a voulu qu'il y ait eu plusieurs films qui ont été réalisés, j'ai écrit ce livre, mais en réalité, sa figure continue à essaimer l'espace public, et notamment les cercles militants. L'actualité d'Omar Blondin Diop est double, celle de ses combats, autour de l'anti-impérialisme, du panafricanisme, de l'anti-autoritarisme, de l'anticapitalisme, de l'antiracisme, mais aussi la mort dont il a été victime et le reflet de plusieurs années de répression sévère menée par l'ancien régime à la tête de l'État du Sénégal, qui fait que réouvrir l'affaire judiciaire autour d'Omar Blondin Diop, de sa mort, c'est également regarder en face la mort de tous ces jeunes qui ont été tués par la police ces 3 dernières années, entre 2021 et 2024, et celles qui sont décédées également en prison. Je pense notamment au cas de François Mokabou, à l'été 2022. Et ça pose l'impératif de justice qui transcende les générations. Un impératif de justice qui remonte certes à Omar Blondin Diop, mais qui nous mène dans une actualité tout à fait présente. Et ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'au lendemain des manifestations de mars 2021 qui ont été réprimées dans le sang, 14 morts en l'espace de 5 jours, le ministre des Forces armées de l'époque, Maître Sidiki Kaba, qui par ailleurs était le ministre de l'Intérieur au moment des demandes de réouverture du dossier sur la mort d'Omar Blondin Diop, qui déclarait à la tribune, je cite, « Depuis Blondin Diop, tous les crimes d'État au Sénégal ont été éclaircis. » Ce qui révèle deux choses. D'une part, qu'effectivement, Omar Blondin Diop en a été victime d'un crime d'État, mais qu'il y a des crimes d'État au Sénégal, et que ceci continue à exister et continue à perdurer. Et donc l'actualité d'Omar Blondin Diop, à mon sens, elle est double, celle de ses combats, et celle de l'impératif de justice autour de sa mort. Mon livre 7 si l'enquête, vie et mort d'Omar Blondin Diop, paru aux éditions Jimson, basé à Dakar, et préfacé par Boubacar Boris Diop, est disponible en librairie à Dakar, donc à la librairie Plume du Monde, qui se trouve derrière le cimetière Saint-Lazare, et également à la librairie aux 80, qui a plusieurs antennes à Dakar, et à la librairie L'Harmattan. Mon mot de la fin serait autour du fait que il est difficile aujourd'hui de comprendre ce qui s'est passé ces 3-4 dernières années au Sénégal sans se replonger dans l'histoire politique de ce pays. Sans se plonger dans l'histoire d'Omar Blondin Diop, dont j'ai tenté de brosser le portrait à travers mon livre, sans se plonger dans toute cette période de violence, mais également de lutte dans les années 1960 et les années 1970, et sans se rendre compte que les luttes et la violence d'État se construisent sur le temps long. Ces 3 dernières années ont été très éprouvantes, mais l'alternance qui en a émergé est également le signe qu'il n'y a pas de fatalité dans l'histoire, que les luttes du passé peuvent également être celles du présent, que la violence du passé n'est pas vouée à être celle du présent, et qu'à partir de cette base historique-là, il est plus aisé de pouvoir se projeter.